Salut à tous, merci de nous avoir rejoints sur notre premier live hors d'Ali. Je suis Léa Fleury, la cofondatrice. Je m'occupe de toute la partie co-développement du produit au niveau juridique, la partie commerciale et la partie financement. Et je suis accompagnée de mon cofondateur, Baudouin. Ouais, bonjour à tous. Moi, du coup, Baudouin, je suis cofondateur également, comme l'a dit Léa, et CTO. Donc, je m'occupe vraiment de la partie produit, la partie technique, la partie modèle d'IA. On sera sûrement amené à beaucoup parler de ça pendant ce live. Mais merci de nous rejoindre. Petit disclaimer, ce n'est pas une démo produit. L'idée, c'est un petit peu de retracer l'aventure et l'histoire d'Ordali. Et puis, on a eu aussi énormément de questions. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de répondre à chaque fois à vos questions sur la boîte, sur notre technologie et nos cas d'usage. Et quelques exclusivités. Donc, ce que je vous propose, c'est que là, on reparte de la base, d'où est venue un peu l'idée d'Ordali. Moi, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, mon parcours, je suis juriste de formation. J'ai fait mes études à Bordeaux. Une fois au bout de ma maîtrise, j'ai voulu partir du droit, faire autre chose. Donc, j'ai intégré l'ESSEC. Et une fois à l'ESSEC, j'ai voulu retourner faire du droit. Donc, j'ai terminé mon master et ensuite, je suis allée travailler en cabinet d'avocat. Donc, d'abord, j'ai été dans un petit cabinet d'avocats parisien qui s'appelle Solégal. C'était extrêmement intéressant. Et moi, j'étais en corporate M&A. Et ensuite, j'ai travaillé chez Baker McKenzie, un autre type d'infrastructure, pour ensuite décider de quitter complètement le droit et de devenir data analyst chez Cartier. Ouais. Et moi, du coup, en tant que CTO, j'ai un parcours un petit peu atypique parce que pour le coup, moi, j'ai pas fait d'école d'ingénieur. En fait, j'ai un parcours complètement autodidacte. Moi, je code depuis vraiment le début du collège. J'ai un peu toujours fait ça. Et donc, du coup, ça a commencé par beaucoup de petits projets un peu sur le côté, où voilà, plutôt que d'aller en soirée et tout ça, j'étais là à faire énormément de musique. J'ai fait beaucoup d'animations 3D, des choses comme ça. Et je me suis énormément passionné pour la programmation, ouais, vraiment fin du collège, début lycée. Comme tout lycéen qui ne sait pas quoi faire, j'ai fait une école de commerce, finalement. Et en fait, à l'issue, pendant mon école de commerce, j'avais monté une start-up avec un ami sur de l'IA justement. Donc ça, c'était vraiment l'époque pré-ChatGPT. C'était vraiment avant les modèles d'IA génératifs. C'était beaucoup moins sexy. C'était juste de l'IA qui catégorisait un peu des entrées. Et donc, j'avais monté ça. Bon, bah, la boîte a terminé. C'était une belle expérience. On a fini. Mais c'est vraiment ça qui m'a donné tout le goût pour l'IA, qui a fait que je pense que ça a été un aussi bon match pour Ordali. On a eu aussi une question qui est revenue plusieurs fois, c'est comment est venue l'idée d'Ordali. Je vais répondre sur ma partie et puis Baudouin, je pense que tu compléteras. En ce qui me concerne, moi, donc quand j'étais en cabinet d'avocat, ça a été un petit peu, disons, un changement de perception par rapport à ce que j'avais aussi vécu à la fac. Et je m'étais rendu compte qu'il y avait énormément de points qu'on pouvait déjà traiter de manière beaucoup plus efficace. Je parle surtout pour ma spécialité. Et l'autre facette, c'était surtout que j'avais l'impression je travaillais avec des entrepreneurs donc en M&A et j'avais un peu l'impression de vivre par procuration et j'ai toujours aimé construire et je voulais aussi avoir un produit à moi et donc voilà, ça m'a donné envie d'être un peu de l'autre côté. C'est de là qu'est né Ordali, donc essayer de lier toute la partie droit et entrepreneuriat. Ouais. Enfin, si je retrace vraiment de manière très crue, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ChatGPT est sorti le 30 novembre 2022, je m'en souviens encore, et je suis devenu complètement fou. Moi, je testais énormément ce truc-là. J'en parlais beaucoup à Léa, on se connaissait déjà depuis un moment à l'époque. J'en parlais beaucoup à Léa, et en fait, à un moment donné, l'idée est venue de faire le lien entre ce qu'avait vécu Léa en cabinet d'avocat, avec des process pas toujours très efficients, et le connecter à une technologie nouvelle comme celle de ChatGPT. Parce que très clairement, il y avait un peu une nouvelle vague de produits d'entreprise qui allait sortir, et en fait, ouais, très rapidement, on a commencé à itérer sur une première version du produit. Je crois que les premières lignes de code, c'était quoi? C'était fin février 2023. Un petit peu après ça, mais ouais. Ouais. C'était vraiment hyper tôt en 2023. Et à l'époque, c'était quelque chose de complètement nouveau, quoi. À l'époque, je me souviens, en fait, c'était tout le sujet sur la réforme des retraites en début 2023. Et en fait, on voulait faire même un chatbot qui se contraignait uniquement sur la partie réforme des retraites. Donc, c'était un genre de truc pour comprendre la réforme des retraites. Et en fait, très vite, on l'a élargi, quoi. C'était... On s'est rendu compte que c'était beaucoup trop contraignant. Donc, on a commencé à développer ce qu'on appelle des petits modèles d'embedding, donc des tout petits modèles d'IA qui sont spécialisés en recherche sémantique. Et donc, nous, on est venu le fine-tuner sur du juridique.
On a commencé mi-2023 et on a sorti un prototype sur Twitter un dimanche soir. Moi, j'avais 24 abonnés et on a fait une sorte de mini-buzz. Moi, je suis passée à 600 abonnés, rien de fou, mais voilà, pour nous, ça a été une première pierre à l'édifice, on va dire. Et on a eu pas mal d'engouement donc, suite à ça. Et en fait, après, on a co-développé de manière un petit peu plus sérieuse avec des cabinets d'avocats et des directions juridiques là-dessus. C'est vrai qu'en 2023, c'était vraiment un sujet très novateur, en fait, le fait de pouvoir connecter un LLM, enfin un grand modèle de langue, aux sources juridiques. En fait, ça soulevait aussi beaucoup de questions de société, comme par exemple le potentiel et un peu fabulé remplacement de l'avocat, des choses comme ça, choses dans lesquelles on ne croit pas évidemment. Mais, et donc du coup, ça a énormément de sujets de discussion. Et c'est vrai qu'assez vite, on a eu de la presse qui s'est un peu rapprochée de nous, du projet, ce qui nous a permis de très rapidement être en fait exposé à énormément d'entités avec qui on a pu travailler pendant longtemps et que je remercie d'ailleurs, encore une fois. Ouais. Et après, il y a eu le passage à la vie d'entrepreneur et qui n'a rien à voir avec celle qu'on a eue jusqu'à présent. Je ne sais pas si on a 2-3 petites photos. Ouais. Ok. En fait, du coup, pendant le live, on a préparé des photos qui datent d'époque, entre guillemets, et qu'on va aller commenter un petit peu. Je crois que normalement, vous les aurez à l'écran aussi. Vous pourrez suivre avec nous un petit peu. Alors, sur la partie entrepreneuriat, nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Ordalie, ça fait 3 ans maintenant que ça existe. On a commencé un peu dans notre chambre, pas d'étudiants, mais presque. Et ensuite, on a intégré très rapidement Station F. Et là, je crois que ce que vous voyez, c'est Station F. Donc, on était vraiment tout petit, tout jeune à ce moment-là. Et donc, on a découvert un petit peu la vie d'entrepreneur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour nous, en tout cas pour moi, c'est notre première boîte. Donc, c'était assez bizarre puisque quand on est juriste, on nous demande d'avoir une expertise et de savoir un peu tout, en tout cas d'apporter de la connaissance. Et quand on arrive en tant qu'entrepreneur, on ne sait rien. Moi, je ne savais absolument rien. Je ne savais pas comment faire un business plan. Je ne savais pas comment partir d'une feuille blanche et de construire une boîte avec des process, aller chercher mes premiers clients et aller pitcher un produit à des investisseurs. Donc, c'était c'était pas évident. Ouais, en fait, c'est vrai que la transition entre Station F, enfin, entre nos précédentes occupations et Station F, ça a été vraiment assez soudain. Hein. C'est vraiment pendant l'été. En fait, donc, moi, j'étais développeur freelance à l'époque, je travaillais pour des startups. Léa, toi, tu étais chez Cartier, tu étais data analyst. Et en fait, c'est vrai que c'est pendant l'été en fait, où on avait candidaté à l'incubateur ESSEC de Station F. Ils incubent des startups et vraiment des jeunes pousses qui veulent démarrer dans l'entrepreneuriat. Et en fait, très vite, c'était quoi ça? En octobre, officiellement, on était vraiment à temps plein sur Ordalie à Station F. C'était complètement... mais c'est vrai que là-dessus, justement, je pense qu'une des forces, une des choses qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'on ne s'est pas trop posé de questions. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que ma plus grande leçon sur Ordalie, c'est vraiment d'apprendre à être bête, parfois. Apprendre à être naïf ou bête, entre guillemets. En fait, en un sens, il y a beaucoup de choses qui sont... Si on raisonne dessus, si on est pragmatique, en fait... les chances ne sont pas de notre côté. On ne devrait pas les faire. Potentiellement, on n'aurait peut-être pas dû quitter notre emploi pour aller créer Ordalie, etc. Parce que statistiquement, en fait, on est perdant. Je crois que tu as 9 startups sur 10 en France qui échouent de manière générale. Donc, en fait, statistiquement, on partait perdant. Or, le fait de partir avec une sorte de naïveté et vraiment un peu de bêtise, entre guillemets, de dire, attends, on va quand même tenter, on va essayer de voir. Je pense que c'est ce qui, aujourd'hui, a plutôt porté ses fruits. Donc, moi, c'est vraiment un peu ma grande leçon d'Ordalie à ce stade. Et on n'est évidemment pas non plus de manière très naturelle des personnes très commerciales. On a plus une appétence pour le développement produit, je dirais, et le design. Donc ça a été aussi un des gros challenges dès le départ, c'est d'apprendre que finalement un produit tout seul ne se vend pas. On pourrait avoir le plus beau produit de la Terre et en fait, s'il n'y a personne pour le vendre, il ne sert à rien. Donc on a dû aussi partir de ces constats-là, faire ces constats et ensuite trouver des solutions pour pallier ces points faibles, entre guillemets, qu'on pourrait avoir dès le départ. Et Léa, je sors des rails un petit peu, mais une question qui revient constamment, c'est pourquoi le nom Ordalie? Je te propose qu'on y réponde peut-être une bonne fois pour toutes sur cette plateforme. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Ordalie, c'est initialement
un jugement divin. Donc, dans son sens stricto sensu, c'est un jugement divin qui a été assez détourné au Moyen-Âge et qui s'apparente à de la torture. Donc, on a l'ordalie par l'eau, l'ordalie par le feu. Initialement, c'était pour un peu la chasse aux sorcières et donc on allait attacher quelqu'un dans un fauteuil et c'était pour prouver la culpabilité ou pas de la personne. Si la personne arrivait à sortir du fauteuil, elle n'était pas coupable, mais c'est dommage puisqu'elle était noyée. Et si elle arrivait à sortir du fauteuil, ce qui n'arrivait jamais, hein, ça prouvait sa culpabilité. Ouais. C'était une sorcière. Donc nous, moi j'avais beaucoup aimé l'histoire du droit et en fait j'ai pensé à ce nom-là, sauf que c'est un nom qui évoque énormément de choses comme je viens de le dire et on s'est dit qu'on allait repartir sur le jugement sur le jugement divin et appliquer quelque chose de... En fait c'est l'idée que on a un jugement qui interfère dans le jugement humain. Une tierce entité qui interfère dans le jugement humain. Et là, l'objectif, c'était de faire un parallèle avec l'IA par rapport à une chose qui est extrêmement archaïque à la base, et donc de se dire, là, c'est de l'IA qui interfère dans le jugement humain, donc ordalie. Le nom de domaine était dispo, pas très cher, et du coup, on a sauté dessus directement. En plus, c'était un petit peu catchy. Donc voilà pour l'explication du nom. On veut que le mot ordalie retrouve ses lettres de noblesse. On va dire. Ça, ouais. On passe au sujet 2. Ouais. Hop, on a d'autres photos. Merci Monet. Ah, merci. Ok, donc sur tout l'aspect produit, je pense qu'il y en a peut-être certains qui nous suivent depuis le tout début et auquel cas nous sommes vraiment désolés. Le produit n'avait pas du tout la même tête à l'époque. Je ne sais pas si on le voit, mais on est parti sur quelque chose de très... En fait, initialement, c'était un chatbot juridique, donc quelque chose d'extrêmement simple. On pose une question et l'utilisateur l'objectif, c'était de prouver qu'on pouvait avoir des modèles d'IA qui allaient à chaque fois citer la base légale. C'était sous forme d'un chatbot, c'était ce qui était le plus commun à l'époque et ce qui l'est toujours d'ailleurs. L'utilisateur posait ses questions, recevait une réponse sourcée. Donc on avait une sorte de design un peu playful, un peu gamifié, et on s'est assez vite rendu compte aussi que on allait travailler avec des cabinets d'avocats et des directions juridiques, et que le côté playful, peut-être qu'il fallait quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus structuré, un peu plus premium. Donc, on est assez vite allé sur d'autres types de design. Et aujourd'hui, la plateforme a vraiment complètement changé, puisque notre vision aussi de l'outil a complètement changé. On n'est plus du tout sur du chatbot. On n'est plus du tout sur même un simple assistant. Je pense que tu veux peut-être en dire un mot là-dessus. Ouais, pour revenir un petit peu sur le design d'abord, parce qu'il faut quand même que je m'explique Vas-y. pour ça. En fait, donc, ce qu'on visait comme style aussi, c'est un style de design qui était assez différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. À l'époque, il y avait un style du XUI qui était assez parallèle quand même au mainstream, mais qui était assez populaire, qui était le néo-brutalisme. Et en gros, dans le néo-brutalisme, ce qu'on fait, c'est que chaque élément est assumé. Donc en gros, s'il y a une ombre ou une séparation, il faut qu'elle soit assumée et vraiment marquée avec un trait qui est très épais et noir. Et donc du coup, c'est vraiment ce qu'on a cherché à faire. La réflexion derrière, c'était vraiment de se dire, en fait, sur le droit, on ne peut pas avoir d'incertitude, et donc on voulait un peu refléter ce côté pas d'incertitude, il y a une séparation, elle est là ou alors elle n'est pas là, dans cette interface qui était, comme le dit Léa, un petit peu trop jouée, un petit peu trop pas faite. Donc c'était hyper, très clivant comme interface. On a eu des commentaires extrêmement négatifs, comme des commentaires extrêmement positifs, des gens qui étaient extrêmement déçus dès qu'on a changé notre interface pour un truc plus classique. Mais c'est vrai que ça a beaucoup évolué. Et comme tu le disais aussi, côté produit, c'est vrai qu'on est parti un peu avec le chatbot. On s'est dit, on va faire le ChatGPT, mais pour le droit, donc connecté aux sources et qui hallucine pas. Et c'est vraiment comme ça qu'on a commencé. Et au fur et à mesure, on a commencé à rajouter beaucoup de cas d'usage autour des documents, donc des workflows sur des contrats, des choses comme ça, de la revue contractuelle, l'analyse en matrice, plein de choses finalement qui servent aussi le quotidien des avocats. Et du coup, ça a complexifié le produit. Et donc là, on n'était plus du tout sur un chatbot simple, mais vraiment plutôt sur ce qu'on aime bien nous dire un peu en interne et aussi un peu en externe, c'est le côté Legal OS. Donc vraiment une sorte de système d'exploitation pour tout travail juridique. Et donc du coup, pas se limiter uniquement à de la partie recherche ou quoi, parce qu'on part du principe qu'il n'y a pas de silo dans le droit. Et qu'en fait, in fine, même si on bosse sur un contrat ou sur autre chose, on doit faire appel aux sources juridiques, ou alors, vraiment tout ça va être mélangé au fur et à mesure. Et donc ouais, et pareil, d'un point de vue plutôt produit, alors je ne sais pas si je m'avance par rapport aux questions et aux photos, mais c'est vrai qu'on a vraiment la volonté de s'affranchir aussi du côté un peu assistant, chatbot. On va être beaucoup plus que ça, quitte à même justement assumer le côté plus
on ait une infrastructure juridique sur laquelle le travail juridique est fait, et quitte à même accueillir en fait d'autres chatbots extérieurs. Par exemple, on travaille beaucoup d'entreprises qui ont Copilot, ou alors qui ont aussi Claude. Ça arrive beaucoup, de plus en plus. Et le but pour nous, c'est vraiment non pas de dire prenez Ordali plutôt que Claude, mais en fait, au contraire, en ayant Ordali, vous accueillez votre agent habituel sur un environnement où il pourra faire du travail juridique de bien meilleure qualité que sur son environnement normal. Ça, c'est un peu notre vision justement sur cette année. Et vous allez voir pas mal de sorties justement dans les prochains mois, prochaines semaines et mois qui sont liées à ça. On accélère un petit peu pour après avoir le temps pour les questions. Alors là, tiens, cette photo, c'est Vivatech. Alors, bon, elle n'a pas vraiment de rapport avec le sujet in fine, mais l'idée, c'était vraiment de dire que à ce moment-là, surtout, on était super fiers, évidemment, mais surtout, on s'est rendu compte, et notamment sur ce salon, qu'on était tellement tout petit par rapport à ce qui se faisait dans la tech et par rapport surtout aux autres acteurs qu'il y avait. Et en fait, mon lien, c'est surtout que, évidemment, dans l'entrepreneuriat, je pense qu'il y a peut-être aussi parmi vous des entrepreneurs qui nous suivent. C'est pas linéaire, il y a énormément de moments de doute. Et évidemment, nous, on a eu et on a toujours nos moments de doute. On en a quand même de moins en moins sur certains sujets. Je pense par exemple aux bugs, mais peut-être que tu vas en dire 2-3 mots sur les bugs d'Ordali. Non, on n'a pas de bugs ici sur Ordali. non, mais en fait, les choses se stabilisent, c'est normal. En fait, il y a une phrase un peu connue dans le milieu d'entrepreneurs, enfin, je n'aime pas, c'est un peu un anglicisme, mais c'est le fameux motto de Facebook qui est Move fast and break things. Et en gros, l'évolution rapide implique forcément certaines instabilités. Et donc, le tout, c'est de trouver un juste équilibre entre quand même un outil qui est utilisable et qui aide nos utilisateurs et une plateforme qui évolue quand même très vite. C'est une banalité si je vous dis que l'IA avance très vite, évidemment. Et du coup, notre rôle, c'est d'arriver vraiment à jongler un peu entre les deux. Mais pour revenir sur Vivatech rapidement, c'est vrai que c'était... Pour le coup, en fait, ça nous a vraiment montré que, en fait, on était un micro-poisson dans cette espèce d'énorme océan. Et pour autant, c'est intéressant parce qu'à l'époque, on n'était vraiment que deux dans la boîte. On était vraiment que deux. Léa s'occupait de la partie vraiment business, financement, etc. On a été longtemps deux d'ailleurs. Ouais. Et aspect produit aussi juridique. Et moi, je m'occupais du coup de l'aspect tech, IA, aussi produit pas mal. Et c'est vrai qu'en fait, on a eu la chance d'avoir pas mal de délégations de cabinets de conseil. On a eu, je crois, EY, KPMG notamment, qui nous avait fait venir plein de dirigeants justement d'entreprises qui étaient passés à notre stand. Et donc là, il faut quand même garder une certaine posture et ne pas laisser transparaître qu'en fait, le lendemain, on va retourner à Station F, sur nos bureaux à deux dans l'incubateur ESSEC. Donc c'est assez intéressant ce paradigme-là. Ouais. Évidemment, il n'y a pas que les doutes, il y a aussi les bonnes nouvelles. J'accélère, désolée. Merci, Movanoui. Évidemment, la levée de fonds, en juin 2025, on a levé quasiment 2 millions. L'objectif, c'était de ne plus être deux. Évidemment, d'accueillir de nouvelles personnes dans notre équipe pour prendre en charge et absorber toute la demande commerciale et la charge de travail au niveau tech. Et évidemment aussi aller sur des modèles d'IA un petit peu plus gros, plus puissants que ce qu'on avait déjà développé. On a aussi, évidemment, énormément d'enjeux sont liés à toutes ces procédures de levée de fonds. Il faut savoir convaincre, il faut être bon partout. Il faut faire du commercial, il faut faire la levée de fonds, il faut faire la communication, la tech. Il faut avoir une constante progression lors de ces moments pour pouvoir convaincre et être un peu partout. Heureusement, juste après, on a eu des nouveaux locaux, une équipe qui s'agrandit pour partie qui est ici aussi, et des nouveaux recrutements. Je ne sais pas si on voit la photo des locaux, mais voilà. Donc aujourd'hui, on est maintenant 17. Pas de problème. Merci Movanoui. On est 17 dans l'entreprise. D'ailleurs, on en profite pour remercier Movanoui qui a organisé tout ce live et qui a imprimé toutes ces photos, qui a tout organisé et qui nous passe les photos depuis tout à l'heure. Donc, merci beaucoup Movanoui. Voilà, et c'est la photo des locaux. On a la chance, on est à Bastille, dans la cour d'Amois, donc c'est une petite rue piétonne. Donc c'est vrai que pour des premiers locaux, ça a beaucoup changé de Station F, mais quand même très... Et aujourd'hui, on est 17, ça nous a permis évidemment d'accélérer côté tech.
d'accélérer sur la partie commerciale également et de recevoir plusieurs prix et distinctions, notamment déjà le prix de l'innovation de l'année, prix dont on est assez fier qui a été décerné par les sommets du droit, mais également de nouer des beaux partenariats. Je pense par exemple au partenariat avec le barreau de Paris, avec l'école de formation du barreau de Paris également. Oui, ça c'est une petite fierté personnelle. Et plein d'autres partenariats. Je pense aussi à la Sorbonne avec qui nous sommes partenaires. Donc ça c'est top. On passe rapidement sur le reste. Ça nous a évidemment permis d'aller plus loin sur notre vision produit, de signer avec de très beaux comptes, SNCF Connect, Mondial Relais, Total. C'est vraiment des comptes qui nous ont suivis depuis le début et qui sont encore avec nous. Et aujourd'hui, sur les prochains enjeux, ça va être beaucoup sur l'aspect produit. On se marche dessus aussi dans les bureaux, donc trouver de nouveaux bureaux, évidemment, et aller encore plus loin dans notre vision produit. Voilà. Ouais, c'est vraiment ça. En fait, il y a énormément de sujets, et je pense que d'ailleurs on en parlera un petit peu sur la partie un peu plus souveraineté, etc. Maintenant, je fais un point maintenant où... c'est parmi les questions, donc en fait c'est une très bonne transition avec les questions, je pense, sur parfait. toute la partie souveraineté. En fait, il y a un peu un gros défi aujourd'hui. D'ailleurs, je crois qu'on avait une question qui avait été posée sur... vous dites une IA souveraine, mais en vrai, qu'est-ce qui est souverain? Parce que vous utilisez un modèle d'IA américain. Et c'est une question très légitime, parce qu'en fait, aujourd'hui, quel que soit l'acteur, du milieu juridique notamment, en fait, on dépend tous, in fine, d'un des meilleurs modèles de langue, d'un des meilleurs fournisseurs de modèles de langue. Et aujourd'hui, les meilleurs, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, sont les Américains. Donc on a Anthropic et OpenAI qui vraiment sortent du lot avec les modèles GPT et Claude. Mais l'enjeu pour nous, justement, aussi pareil, avec vraiment l'agrandissement de l'équipe, etc., ça va être aussi d'arriver à héberger nos propres modèles. C'est vrai qu'on a tendance à voir que les modèles open source rattrapent de plus en plus la qualité des modèles des grands laboratoires américains, des grands labs américains. Et en fait, on est en train vraiment de voir qu'on va être en capacité, à un moment donné, potentiellement l'année prochaine, de remplacer vraiment ces briques américaines par des modèles qui seront 100% français. Aujourd'hui, en fait, sur Ordali, donc je refais une passe pareil sur la sécurité un petit peu pour être exhaustif, mais on a vraiment fait le choix d'être 100% hébergé en France. Donc on a un prestataire qui s'appelle Scaleway. Donc Scaleway, c'est une boîte française financée par Xavier Niel. Et en gros, on héberge vraiment tout là-dessus. Donc toutes les données, tous les processus qui tournent sur Ordali sont vraiment hébergés chez Scaleway. Et donc on a, comme je le disais tout à l'heure, cette fameuse brique de modèle d'IA qui est encore chez un acteur américain. Mais pour ça, du coup, aujourd'hui, nous, les meilleures contraintes qu'on a pu s'imposer pour vraiment respecter le cadre déontologique de nos clients et utilisateurs, c'est de s'imposer deux choses. L'une, que ce soit hébergé sur le territoire américain, évidemment, lapsus, que les modèles soient hébergés sur le territoire européen ou même français. Et deuxièmement, qu'il n'y ait aucune rétention de log. Donc en fait, on signe avec ces prestataires-là des ZDR, donc Zero Data Retention Policy, qui nous permettent vraiment de nous garantir qu'à l'issue de l'usage de ces modèles à distance, donc qu'ils soient chez Google Cloud ou chez Azure, etc., il n'y a aucune rétention d'informations qui est faite. Et donc, si on en venait à une saisie des données par un potentiel Cloud Act qui serait émis, en fait, théoriquement, il n'y aurait rien à récupérer. Théoriquement et en pratique aussi, mais ça, du coup, c'est contractuel. Donc voilà. Et le but pour nous serait vraiment justement d'arriver même à aller un step plus loin et d'avoir complètement nos modèles open source hébergés chez nous et d'avoir un stack qui serait complètement français et de pouvoir vraiment dire qu'on a un stack complètement souverain et une technologie complètement souveraine. Donc ça, c'est l'idéal et je pense que ça va être un peu un des gros sujets justement sur les prochains mois. On a eu énormément de questions en amont, donc on va les descendre, mais n'hésitez pas, encore une fois, s'il y a des questions là dans le live, à nous les poser, je ne sais pas comment, dans le chat ou par quelque voie que ce soit. Mais on a eu aussi beaucoup de questions sur l'IA souveraine, on vient d'y répondre. On a eu beaucoup de questions sur la rétention des données. Si on décide d'arrêter, par exemple, comment est-ce qu'on récupère ces données, son travail, comment ça marche tout ça? Et oui, Jamie, parce qu'en gros, nous, la façon dont on stocke les données, donc, comme j'ai dit, c'est vraiment chez Scaleway, donc chez cet acteur-là. Il y a une redondance qui est faite. En gros, ça veut dire que si jamais notre machine plante ou que la sauvegarde de la base de données s'efface, on a quand même des sauvegardes en recours à droite à gauche, qui sont toujours chez Scaleway, bien sûr, mais je veux dire isolées de la machine mère.
Donc ça, c'est une chose, il faut qu'on s'en assure pour justement ne pas perdre la donnée. En revanche, par rapport à la suppression, justement, la chose est bien faite, je trouve, sur Ordali, parce que vraiment, l'utilisateur a le contrôle total sur sa donnée. C'est-à-dire que quand vous supprimez une conversation sur Ordali, ou vous supprimez un document sur Ordali, en fait, il est directement rayé du disque dur. Vraiment, il n'y a pas de cache, comme on peut retrouver par exemple sur ses mails. Quand on supprime un mail, en fait, il se trouve qu'il est encore dans la poubelle. En fait, sur Ordali, il n'y a pas ça. Donc, quand vous supprimez, bon, par contre, c'est un peu votre responsabilité, mais il est complètement effacé du disque dur. Et c'est vraiment une garantie qu'on voulait offrir à nos utilisateurs. Donc ça, là-dessus, on est vraiment strict là-dessus. Donc, il est effacé du disque dur et aussi, du coup, des backups derrière. En parlant de garantie, on avait une autre question aussi. S'il y a, par exemple, invente une jurisprudence ou un article, comment on fait pour vérifier d'où viennent les informations et comment on fait pour vérifier? Tu veux y répondre ou... Vas-y, je t'en prie. Ouais, non, mais c'est vrai que nous, très tôt dans l'aventure, et ça vous le voyez sur l'interface moche, on a eu un mécanisme de vérification des sources. Donc en fait, chaque fois que l'IA donnait une réponse, on la contraignait vraiment à citer la base légale sur laquelle elle se fonde pour apporter la réponse. Et en fait, c'est là où il y a une espèce de doux équilibre à trouver entre une IA qui va interpréter les sources et une IA qui va décrire les sources qu'elle voit. Et donc du coup, on cherche de plus en plus à quand même est-ce que l'IA ne parte pas trop dans des interprétations trop lointaines, mais qu'elle se contente un peu de lire les sources, mais à la fois en les croisant entre elles. Et donc on a ces fameux petits badges qui apparaissent à la fin des phrases, qu'on commence à voir de plus en plus sur les IA, où en fait on peut cliquer et directement voir la source telle qu'elle est, en fait, vraiment sur les Gfrance ou sur le Eurlex, etc. Et aujourd'hui, en fait, aucun acteur ne se prémunit d'hallucinations. On peut toujours avoir une IA qui va un petit peu extrapoler un texte, ou même parfois, mais aujourd'hui, j'en ai pas vu depuis, je crois, 6 mois, mais inventer un texte où une jurisprudence n'existe pas. Mais quand même, en fait, on encourage vraiment à chaque fois de demander à l'IA la source, qu'on puisse vraiment voir un document qui va être associé à la réponse qui est donnée, quoi. C'est vraiment le plus important. Ouais. Et en termes de sources, du coup, pour compléter un petit peu, on a fait le choix, et en fait c'est un choix qu'on a gardé, de ne pas indexer tous nos modèles sur Google. Donc aller chercher, il y a beaucoup de blogs d'avocats ou des sites juridiques qui existent. On a préféré faire le choix de prendre de la donnée brute, donc les Gfrance, Eurlex, toute cette open data pour l'entraînement de nos modèles et pour structurer ces données. On intègre de plus en plus ce que moi j'appelle de la doctrine publique, c'est-à-dire décisions de l'AMF, la CNIL, toutes les autorités administratives indépendantes, qu'on vient en plus de ça structurer sur Ordali, mais jamais de données qui potentiellement pourraient être ni à jour, ni neutres, puisqu'il y a un sujet de neutralité de la donnée aussi. Et sur les sources, justement, allez, ceux qui ont du coup leur compte Ordali, j'imagine que c'est la majorité d'entre vous, allez sur l'onglet sources, on l'a complètement revu hier, et donc on a une interface vraiment sympa, et surtout on vient d'annoncer 2 nouvelles sources. On a les sources UK, enfin Grande-Bretagne, et les sources suisses qui ont été rajoutées, et là en fait sur les prochaines semaines, on va vraiment rajouter beaucoup de juridictions, donc ça va être vraiment sympa. Voilà. Non, mais voilà pour les sources. Passer à une autre question, on en avait aussi... pas mal sur tout ce qui est cas d'usage. Donc c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé encore à ce stade. Nous, on s'adresse évidemment à des directions juridiques et des cabinets d'avocats. La façon dont on se positionne, et c'est là que ça fait un petit peu aussi notre différenciation, on a vraiment une tech qui est éprouvée pour aller rechercher dans la donnée interne de notre client, de l'entreprise avec laquelle on travaille ou le cabinet. On est vraiment parti du principe que l'objectif, c'était pas vraiment d'être un assistant et de rajouter une surcouche d'IA. On veut vraiment un produit qui vienne être interopérable avec l'ensemble des outils que vous allez avoir et surtout qui vont se fondre dans vos processus de travail. Donc l'idée derrière tout ça, c'était de pouvoir en fait être capable d'aller réexploiter la connaissance interne de nos clients. Donc on a beaucoup travaillé sur nos modèles d'IA pour pouvoir faire ça. Et l'objectif, là par exemple, on a sorti il n'y a pas longtemps un nouveau produit qu'on appelle le Ledger, qui est une sorte de cartographie contractuelle, cartographie de tous les documents en fait, que vous allez avoir dans votre SharePoint ou dans votre système d'information interne. Et en fait, l'objectif de tout ça, c'est de venir structurer de la donnée. Parce que
il ne faut pas seulement aller chercher la donnée, il faut aussi en amont pouvoir structurer cette donnée. Donc on va venir extraire toutes les métadonnées là on le fait sur du contrat par exemple, donc toutes les métadonnées d'un contrat, la date de renouvellement, les parties, les clauses importantes du contrat. Et ensuite, sur la base de cette métadonnée, on va créer toute une énorme base consolidée avec tous ces contrats que l'utilisateur pourra ensuite interroger. Et ça va donner lieu à deux choses. L'objectif, c'est de pouvoir poser des questions qualitatives d'abord sur cette base. Donc, je ne sais pas, vous avez fait une recherche sur un thème précédent, vous ne savez plus dans quel dossier vous l'avez rangé, et donc l'IA sera capable d'aller rechercher dans cette base structurée. Et le deuxième pan, c'est aussi donc, toutes ces recherches quantitatives. Quand vous êtes, par exemple, dans un secteur avec un volume contractuel élevé, vous avez besoin de savoir quels sont les contrats qui se renouvellent dans les 3 prochains mois, avec telle partie, combien de contrats vous avez souscrit, ou alors quelles sont les dernières versions à jour de tel ou tel type de contrat. Donc voilà, c'est vraiment pouvoir aller faire des recherches quantitatives. En fait, le Ordalie Ledger, il vient vraiment répondre à un peu un défi qu'on a eu de plus en plus, qui est en fait, quand on demande à même, je vais prendre Claude, on a un Claude connecté à un SharePoint. Si on demande à Claude, combien de contrats on a signé avec tel acteur, ayant une clause de confidentialité de tel délai, enfin peu importe, ou tel montant, en fait, Claude, le réflexe qu'il va devoir avoir, c'est d'aller lire et ouvrir au fur et à mesure tous les documents. Et donc, pour peu qu'on ait une base contractuelle de plus de 20 000 contrats, là, on arrive en fait sur aucune réponse, parce qu'à la fin, en fait, le modèle d'IA va ouvrir quelques documents, peut-être, je sais pas, une cinquantaine grand maximum, et à la fin, il va dire, bon, j'en ai ouvert que 50, voici les réponses approximatives. Et en fait, le Ledger, il nous permet justement d'arriver à anticiper toutes ces questions-là, de cartographier le maximum d'informations dans toutes les clauses et dans tous les contrats, de manière générale, même au-delà des contrats, si on est en train d'y travailler. Et en fait, d'arriver comme ça à répondre et à retrouver la donnée directement, et en fait, avoir des statistiques qui ressortent d'un corpus contractuel. Et si je peux faire le parallèle avec un de nos clients, par exemple, ça donne lieu à... Bon, là, pour le coup, c'était une direction juridique. Ils ont une politique contractuelle interne. Ils ont énormément de contrats et de CGV qui reçoivent de prestataires externes. Ils veulent automatiser la revue de conformité, enfin, automatiser une revue de conformité au regard d'un document de référence, en l'occurrence, cette politique contractuelle interne. Et donc ça, justement, avec cette tech, on est capable d'aller... faire cette revue de conformité au regard de critères qui sont personnalisés et qui sont propres à l'entreprise. L'objectif, c'est vraiment de revaloriser un petit peu ce knowledge interne, d'être capable que l'entreprise sache quelles sont les positions qu'elles ont prises sur un sujet antérieur et de réexploiter cette donnée, plutôt que de la recréer à chaque fois. C'est très bien dit. Est-ce qu'il y a des questions suivantes ? Oui, alors on a une question, ça à mon avis je peux y répondre assez rapidement, sur la partie intégration. Ça c'est une partie sur laquelle on bosse beaucoup justement, c'est arriver à se connecter à tout, vraiment arriver à se connecter à n'importe quoi. On a vraiment des tas de logiciels très standards comme des SharePoint, des OneDrive, etc. ou des iManage. Ça on arrive à s'y connecter sans aucun problème. Et même des choses un petit peu plus, comme par exemple on a beaucoup de clients qui ont des serveurs de fichiers internes. D'ailleurs on en voit de plus en plus. Des clients qui ont vraiment des serveurs chez eux, ou alors peut être Azure, chez un hébergeur, dans lequel ils mettent toutes leurs données. Donc en fait, c'est pas un système avec une API sur laquelle on pourrait se connecter, même si je ne veux pas trop rentrer dans la technique, mais on arrive aussi à s'adapter à ça. Et donc vraiment sur la partie intégration, si vous voulez une intégration qu'on n'a pas a priori, demandez-nous, il se peut qu'on puisse l'intégrer vraiment assez rapidement. Bon, de notre côté, tout est fait pour qu'on puisse intégrer le maximum de choses dans notre système. On a eu beaucoup de questions aussi sur l'adoption. Comment on travaille avec un client, comment on crée une adoption, surtout que parfois on travaille avec des grands cabinets ou alors des grosses directions juridiques. Donc il faut pouvoir avoir cet entrain à chaque fois de l'ensemble des équipes. Nous, ce qu'on voit et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on part toujours un petit peu sous forme de POC, donc de 1 à 3 mois par exemple. Et l'objectif, c'est de commencer avec des cas d'usage précis pour qu'en fait, on puisse... L'objectif, c'est pas de réinventer les usages avec de l'IA. L'objectif, ça va être vraiment de comment l'IA va pouvoir se coller aux usages et aux process de travail qui existent déjà. Donc, en fait, on va commencer par exemple on va sélectionner 1 ou 2 cas d'usage précis et on va commencer par travailler sur ces cas d'usage-là. Et ensuite, petit à petit, on va un petit peu plus
élargir le scope en fonction de l'adoption de l'outil. Ouais. Et on a une question en live aussi sur la partie Ledger. Alors, je reviens un peu rapidement dessus. Ouais, vas-y. Mais donc la question demandait si, du fait de cartographier l'ensemble des documents, on avait également la possibilité de reproduire vraiment de façon automatique l'entête, le template, etc. Et voilà, il se trouve que c'est une bonne transition aussi sur un travail qu'on est en train de mener, qui devrait être live la semaine prochaine, mais c'est vraiment sur l'intégration des templates de documents. En fait, on est en train de, justement, alors c'est pas forcément lié au Ledger, mais on est vraiment en train d'arriver à façonner Ordalie de sorte à ce que tout document qui va être généré par notre IA va à chaque fois correspondre au template que vous aurez en amont. Alors, on travaille avec des cabinets d'avocats qui ont, et des entreprises qui ont des templates assez complexes, donc on est en train vraiment d'éprouver la solution sur ces différents documents assez complexes, mais ça justement c'est une de nos priorités. C'est la partie vraiment mise en forme de sorte à ce que l'outil soit vraiment clé en main, quoi. Vous arrivez, vous demandez à l'IA de produire, je sais pas, un mémoire ou même un contrat, et qu'automatiquement tout soit bien rempli avec la bonne police, la bonne taille, la date mise au bon endroit, etc. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions en live, peut-être, parce que je vois qu'on arrive à la fin. Je vais en profiter pour vous rappeler 2 petites choses. Merci en tout cas d'avoir assisté à ce webinaire. Vous avez le droit à 2 semaines d'essai gratuite d'Ordalie. Il suffit de nous connecter ou alors peut-être qu'on enverra un mailing. Ce sera plus simple. On vient aussi d'ouvrir une communauté WhatsApp où vous pouvez vous inscrire. L'idée, c'est de partager des bons plans IA, d'être d'avoir aussi nos dernières actualités et nos événements. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Et on se retrouve... Pardon, un petit point là-dessus sur la partie communauté, excuse-moi. Vas-y. Non, mais en fait, c'est vrai que je pense que les gens sous-estiment en fait à quel point ils peuvent avoir un poids sur la feuille de route d'une start-up un peu jeune comme nous. C'est aussi le but justement pour nous, c'est d'arriver vraiment à sonder vos besoins, les priorités sur lesquelles vous voulez qu'on travaille. Et en fait, il se peut que justement, on arrive à vraiment mutualiser énormément de besoins sur des sujets en particulier qu'on mettra en priorité vraiment selon vos demandes. Donc en fait, en nous rejoignant sur ce groupe WhatsApp, vous aurez potentiellement vraiment un poids sur la feuille de route et tout le développement des nouvelles features. Parenthèse fermée. Non, mais très bien. Et 6 derniers points, n'hésitez pas aussi à vous connecter en septembre. On va faire pas mal de webinaires. Là, par contre, ce sera des démos produits. On va aussi présenter les nouveautés et un autre webinaire. Et je pense que tu l'apprends en live en même temps que tout le monde. Anatomie d'une IA juridique. Donc, c'est une conférence qu'on fait souvent où Baudouin, en fait, schématise le fonctionnement d'une IA juridique avec la façon dont sont orchestrés les différents modèles d'IA, puisque évidemment on n'a pas que de l'IA générative, on a aussi d'autres types d'IA. Donc voilà, l'objectif c'est d'être assez transparent là-dessus et littéralement de vous faire un dessin de la manière dont ça fonctionne. Donc n'hésitez pas, on fera une communication aussi, donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-dessus aussi. Ça va être ma 36e fois que je le fais. Exactement, tu vas la connaître par cœur. Écoutez, je pense qu'on va être bon. Hein, ouais. En tout cas, merci à tous vraiment de nous avoir suivis pour ce live. Encore une fois, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la communauté WhatsApp. Vraiment, on va être très présent, réactif. Donc, c'est l'occasion toujours d'échanger un petit peu sur le produit, sur vos cas d'usage. Et ouais, merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Ouais, bonne journée. Salut.